Comment faire partie des meilleurs athlètes du monde? Je pense que c'est une question qu'on s'est tous déjà posée si on commence à s'investir dans un sport, qu'on a des ambitions plutôt grandes, de comment je peux faire pour atteindre le niveau des athlètes que j'admire, etc. Je pense qu'on a des pistes, des réponses, mais sait-on vraiment comment on peut faire pour atteindre ce niveau-là? Je suis Julie, kinésithérapeute et pratiquante de streetlifting à haut niveau, et je vais t'expliquer ce que tu dois faire si tu veux atteindre ce top niveau. Avant toute chose, on va se mettre d'accord sur ce qu'est le top athlète. Chacun peut avoir des définitions un petit peu différentes, mais moi j'aimerais beaucoup insister sur une nuance, c'est que pour moi, être dans le top niveau athlète, c'est pas forcément être très fort. Parce que des athlètes très forts, il y en a beaucoup, on en voit beaucoup passer, mais on en voit aussi beaucoup qui arrêtent. On a des athlètes qui pop comme ça, qui sont ultra forts, on les voit sur une compète, deux compètes, et on les revoit plus jamais. Et pour moi, ces athlètes-là, bien qu'ils soient très forts, ne font pas partie de ce que j'appelle le top niveau, le top athlète, à échelle mondiale, on va dire. Parce que pour moi, être fort, c'est facile. Être fort, en vrai, c'est facile. Ce qui est plus difficile, c'est d'être fort longtemps et surtout de continuer à être fort malgré tous les aléas, malgré les difficultés, malgré les potentielles blessures, le contexte de vie, etc. Parce que être fort sur un instant T, c'est quelque chose, mais pouvoir être fort dans la durée, avec tout le contexte de vie autour, c'est très différent et c'est beaucoup plus dur. Et c'est là qu'on voit un petit peu la nuance que je voulais vous apporter entre juste être fort et être pour moi dans le top niveau. Et c'est là selon moi la nuance entre être fort et être dans le top niveau. Donc les athlètes qui font partie du top niveau, c'est des athlètes qui sont forts évidemment, mais c'est aussi des athlètes qui ont un mental assez solide, qui ont de la régularité dans leurs entraînements, de la constance, de la discipline évidemment, on va dire que c'est vraiment ça qui drive tout leur parcours dans leur discipline, parce que ce sont des athlètes qui vont continuer à s'entraîner avec la même intensité, la même énergie, la même discipline, malgré tout le contexte personnel qu'il peut y avoir, professionnel, malgré la fatigue, malgré la douleur, malgré différents contextes de vie, et qui vont s'entraîner dans la durée pour gagner seulement quelques kilos progressivement sur leur total et sur leur mouvement. Donc les meilleurs athlètes, c'est ceux qu'on va voir performer sur différentes compétitions, revenir d'année en année et qui vont également nous inspirer de par leurs valeurs. Parce que faire partie des meilleurs, c'est être fort physiquement, mais aussi être fort mentalement. Et il y a toute une partie à apprendre, je pense, dessus. Maintenant que j'ai posé un petit peu le contexte de ce que j'appelle être dans le top niveau, je pense qu'on a tous plus ou moins des noms qui nous viennent en tête et peut-être des noms différents parce que chacun est inspiré et souhaite évoluer vers des profils différents, enfin se rapprocher des performances ou des valeurs de différents profils. Moi, ceux que je pourrais citer, par exemple, dans ce top niveau, ça va être ceux qui sont là déjà depuis très longtemps et qui performent toujours à un niveau assez impressionnant. Donc, me vient en tête Aubin, Ashura, Baki, Ludo, tous ces profils-là qui sont là depuis des années et qui perdurent dans le top niveau depuis ces années-là. Mais on a aussi des athlètes qui vont peut-être être moins sur la première marche du podium, sur le devant de la scène, et qui pour autant, je trouve, font partie de ce top athlète de par justement leurs valeurs, leur mental de résilience et d'être toujours là sur chaque compétition, de pouvoir gravir les marches une à une et de continuer d'être dans le meilleur niveau sans pour autant être tout en haut. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et me vient un petit peu là, comme exemple d'athlète, Lionel qui est toujours là, qui a su rebondir après des épreuves compliquées. Haro, même chose, qui est revenu après une grosse blessure. Franzi, qu'on voit sur chaque compétition. Et en vrai, il y a plein d'autres athlètes que je pourrais citer, mais on va dire que ça va vous illustrer un petit peu ce que j'appelle le top athlète. Et encore une fois, là, je vous parle des Français parce que c'est ce qu'on connaît le mieux et ça va peut-être plus vous parler que si je vous donne des noms étrangers. Bien que chez les femmes, du coup, j'y ai réfléchi aussi et je trouve que c'est plus difficile parce que chez les femmes, c'est encore assez récent. Donc, on n'a pas énormément de profils qui perdurent d'année en année et qui ont du coup dû rebondir après des phases de moins bien, etc. Il y en a, mais c'est moins dans la durée que chez les hommes, vu que c'est plus récent, c'est ça que je voulais dire. La seule qui me vient un petit peu en tête, c'est peut-être Sarah, en moins de 70, si je dis pas de bêtises, ou plus de 70, je sais plus. Mais qui, elle, excelle toujours au meilleur niveau de compétition en compétition. Après, je sais pas si elle a connu vraiment des difficultés dans sa pratique, mais c'est celle qui est la plus constante, on va dire, à ce niveau-là et la plus inspirante, selon moi. Évidemment, vous avez peut-être vos autres exemples. Et je vous laisse d'ailleurs me dire dans les commentaires, pour vous, quels sont les athlètes qui font partie du top niveau athlète et qui vous inspirent à devenir meilleur. Je serais très contente de lire un petit peu les athlètes qui vous inspirent pour voir si on se retrouve sur ces points-là.
Maintenant, on va arriver dans la partie qui vous intéresse le plus. Comment je fais pour être le nouvel Aubin? Comment je fais pour atteindre ce top niveau? Comment je fais pour moi aussi pouvoir exceller au même niveau? Donc on va commencer par cette partie-là et il va falloir que vous compreniez que pour atteindre ce niveau-là, il va falloir que vous fassiez au minimum autant que font ces athlètes-là. Et je dis au minimum parce que dans la réalité des faits, ce sera même devoir faire plus. Si vous voulez pouvoir atteindre leur niveau ou même les surpasser, il va même falloir en vrai donner plus que ça. Mais on va dire au minimum. C'est-à-dire au minimum les mêmes intensités, les mêmes sacrifices, le même investissement. Et ça, sur le papier, on se dit « Ok, je suis prêt », mais je pense qu'on se rend pas toujours compte de la réalité des choses. Parce que sur les réseaux, on partage les performances, on partage les trucs cool, je mets plus lourd, j'évolue, etc. Mais pour arriver à ça, il faut aussi faire des trucs beaucoup moins cool. Il faut aussi se priver une certaine partie de sa vie, mettre des choses en pause, etc. pour pouvoir exceller dans la discipline. Donc si vous voulez atteindre ce top niveau, il faut être prêt à faire ça. Et si vous n'êtes pas prêt à faire ça, c'est complètement ok. Mais il faut être honnête avec soi et se dire, si je veux atteindre son niveau, je veux faire la même chose, je dois être prêt à faire au minimum la même chose. On va reprendre étape par étape, ce qui va te permettre d'atteindre ton meilleur niveau. La première étape, ça va être de t'entourer de professionnels. Pourquoi ? Parce que les athlètes que tu admires, ils sont pas arrivés là tout seuls. À l'heure d'aujourd'hui, dans le streetlifting, c'est très difficile d'atteindre un très gros niveau tout seul. On a certains athlètes qui arrivent encore à le faire, mais ils sont limités dans leur progression et rapidement, ils vont devoir s'entourer s'ils veulent continuer à perdurer et évoluer dans le sport. Donc, quand je dis s'entourer de professionnels, ça va être au minimum avoir un coach. Un coach qui va te permettre de te driver. Parce que même si toi-même t'es coach, se driver soi-même, c'est pas du tout la même chose, on n'est pas du tout objectif. Et tu vas perdre beaucoup d'énergie à essayer de faire ta programmation, etc. Alors que tu seras pas objectif avec toi, tu vas y perdre de la clarté mentale, etc. Tu vas douter. Alors que si tu délègues ça à quelqu'un, déjà, t'es moins focus là-dessus, ça t'enlève un gros poids mental pour pouvoir te concentrer sur l'essentiel qui est de t'entraîner. Avoir un coach, c'est bien, mais il faut bien le choisir. Et dans cette ère où tout le monde est un petit peu coach, si t'as des perfs, tac, tu peux direct proposer du coaching, c'est difficile en vrai de trouver un bon coach. Et je vais vous énumérer un peu ce qui, selon moi, est hyper important dans ton choix de coach pour être le mieux entouré possible. La première chose que ton coach doit avoir, c'est des compétences. Si tu prends un mec qui est fort en coach mais qui n'a aucune compétence, alors il va t'apporter des trucs, parce qu'en tant qu'athlète, on apprend aussi, etc. Mais c'est pas son job. Son job, c'est d'être fort. Et c'est pas pareil d'être fort soi-même et de rendre fort quelqu'un. Vous voyez ? Donc assure-toi d'avoir un coach qui a des compétences dans ce qu'il fait. Un coach qui est investi, parce que tu peux pas tout savoir. En tant que coach, tu peux pas être bon sur tous les versants. C'est impossible. Et ceux qui sont des bons coachs savent le reconnaître. Celui qui dit « je maîtrise tout, je sais tout », généralement, c'est un peu un red flag, parce que ça veut dire que le gars se remet jamais en question, et c'est compliqué d'avancer avec ce genre de profil. Mais un coach a certaines limites, mais si tu as un coach qui est investi, c'est un coach qui va se débrouiller pour combler ses limites, pour te faire avancer. Par exemple, si t'as un profil compliqué, si t'as des problématiques de santé, si on ne sait pas pourquoi tu réponds pas comme les autres, ton coach, s'il est investi, il va se renseigner, il va lire des articles, il va se former, il va faire plein de choses pour pouvoir t'aider à avancer plus loin malgré les difficultés. Si t'as pas un coach investi, il va rester sur sa ligne directrice de ça doit marcher comme ça, si ça marche pas, c'est toi qui fais pas le taf, alors que c'est pas toujours vrai. Coacher, c'est individualisé. Si tu prends la même prog pour tout le monde, là c'est compliqué parce que chaque profil est différent, chaque profil a besoin de creuser des points différents, des points de déficience différents, et c'est important que ton coach prenne le temps de s'adapter à toi. Donc voilà, un coach compétent et investi. Et je vous jure que investi, presque des fois j'aurais envie de le passer devant compétent, parce que si t'es investi, tu deviendras compétent, parce que t'es soucieux de bien faire, t'es soucieux de te renseigner, t'es soucieux d'avoir le meilleur pour ton athlète. Donc ça, c'est des points ultra importants. Un point aussi qui va être important, c'est d'avoir un coach qui partage les mêmes valeurs que toi. Parce que tu peux avoir un coach très bon, mais si ça passe pas avec ton coach, si la communication est compliquée, ça va être difficile de lui faire confiance et d'avancer. Moi, je pars du principe qu'un coaching, c'est une collaboration entre l'athlète et son coach. L'athlète, c'est lui qui ressent les choses, c'est lui qui vit les choses, c'est lui qui fait les entraînements. Donc, c'est essentiel d'avoir aussi son avis, d'avoir ses retours, ses sensations sur la programmation. Ça ne veut pas dire qu'on va tout prendre en compte, parce qu'on sait aussi, moi-même, des fois, je peux être une fraude en tant qu'athlète.
des fois on a la flemme de faire les choses qu'on n'aime pas, et c'est justement ce qu'on devrait plus le faire pour mieux progresser. Donc ça veut pas dire que tu dois tout prendre en compte, que le coach doit prendre en compte tout la vie de son athlète, mais c'est hyper important d'avoir son feedback pour pouvoir adapter au mieux la programmation. Et si la communication est pas bonne, ça va être difficile d'avoir cette notion de collaboration et du coup de pouvoir avancer ensemble. Donc c'est très important que vous choisissiez un coach qui vous colle, pour qui vous retrouvez peut-être dans sa façon de faire, dans ses valeurs, dans sa personnalité, parce que ce sera plus simple du coup de vous comprendre pour pouvoir évoluer ensemble. Et la dernière chose dont je voulais te parler pour ton choix de coach, et que je trouve est ultra importante et pourtant tellement délaissée, c'est trouver un coach qui va faire le meilleur pour toi, qui va agir pour toi. Je vais m'expliquer un petit peu plus profondément. À l'heure d'aujourd'hui, on a beaucoup de coachs sur les réseaux sociaux. Donc pour se démarquer, il faut montrer que tes athlètes y performent, il faut montrer que tu l'as fait évoluer de tant de kilos en tant de temps, etc. Et c'est le jeu. Mais je trouve qu'on délaisse beaucoup l'intérêt de l'athlète. C'est-à-dire que c'est ultra important que ton coach agisse pour toi comme toi tu le veux et pas comme lui projetterait ce qu'il veut. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui vont viser, comme vous peut-être si vous m'écoutez, le top niveau et qui vont vouloir tout faire pour atteindre ce top niveau. Et c'est génial. Mais il y a aussi des athlètes qui veulent juste kiffer, qui veulent s'améliorer, mais garder leur vie comme elle est, qui veulent pas forcément faire tous les sacrifices. Et c'est ok. Et c'est pas parce que moi, en tant que coach, c'est pas ma vision et ma façon de faire que je dois forcer mon athlète à tac, tu manges ça, tu dors comme ça, tu sors plus, etc. parce que tu vas performer mieux si c'est pas ce qu'il veut. En fait, il faut vraiment s'adapter à la personne. Et sur les compétitions, je vois aussi beaucoup de ça. Dans le sens où il y a des athlètes sur la compétition, ils veulent juste kiffer, ils veulent tenter leur PR. Si ça leur fait perdre des places, perdre du total, ils s'en fichent. Ils ont kiffé parce qu'ils ont tenté. Et ça, il y a beaucoup de coachs qui réfrènent un petit peu ça, parce que forcément, c'est moins vendeur s'il loupe sa barre, c'est moins vendeur s'il fait un moins gros total, c'est moins vendeur si on peut pas afficher un PR plus truc parce que l'autre, il a voulu tenter une barre de zinzin. Mais au final, est-ce que l'athlète, il a pas plus kiffé à tenter sa barre de zinzin et l'avoir raté que s'il avait assuré une barre et qu'il s'était dit « Putain, j'aurais peut-être fait plus ». Donc voilà, c'est ultra important de trouver un coach qui va réfléchir pour vous et qui va définir les objectifs avec vos objectifs à vous et pas ce qu'il va lui rapporter après sur les réseaux sociaux en termes de notoriété, visibilité. Donc voilà un petit peu les points à faire attention dans ton choix de coach si tu veux être entouré le mieux possible et perdurer le plus longtemps possible. Parce qu'il y a aussi cette notion de préserver la santé de son athlète à long terme. C'est facile, encore une fois, de faire performer ton athlète sur un instant T très fort, mais si c'est pour qu'après, il se tape un crash nerveux pendant 1 an, qu'il soit blessé, qu'il reparte de zéro, etc., est-ce que ça vaut le coup ? Je suis pas sûre. Voilà. Donc dans l'entourage que tu peux avoir pour t'accompagner professionnellement, tu as un coach, mais tu as aussi d'autres entités. Celle que je vais te recommander, ça va être de la préparation mentale, un suivi diététique et un suivi avec un kiné. Alors tout ça, encore une fois, t'es pas obligé de le mettre en place tout le temps, toute l'année. Dans mon dernier épisode, je vous ai parlé du post-compétition et de comment un petit peu articuler les différentes phases de l'année parce que c'est pas possible d'être à 100%, même si tu penses que c'est possible, ça ne l'est pas, toute l'année avec tout de cadré au millimètre près parce que le risque, c'est que tu t'épuises mentalement à avoir cette rigueur, on va dire, sans sortir des sentiers battus toute l'année et qu'au moment de la prépa où là, il faudrait que tu puisses mettre toute cette énergie, t'auras plus cette énergie. Donc, cet entourage-là, on va dire, moi, je vais le mettre entre parenthèses dans le sens où tu peux l'avoir au cours de l'année, mais peut-être de façon plus légère, moins poussée, moins drastique. Mais il faut savoir faire appel à cet entourage quand tu en as besoin. Prends l'exemple du kiné, parce que ça me parle vu que je suis kiné. Si tu as une douleur, une petite gêne, quelque chose qui commence à s'installer, agis directement. Ne te dis pas ça va passer, ça ira plus tard, etc. parce que souvent ça ne passe pas, ça s'aggrave et là c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir évoluer et revenir là-dessus. Alors que si dès le début tu le prends en charge et ça va se soigner et se guérir ultra rapidement et en plus tu auras appris des choses pour pouvoir gérer si ça se reproduit. Moi je sais que dans les suivis distanciels que je fais avec mes athlètes, mon principe numéro 1 c'est aussi de leur apprendre les choses. Le but c'est pas qu'ils me gardent en suivi pendant 10 ans, mais plutôt qu'ils savent après se gérer. C'est-à-dire et les guérir et leur permettre d'apprendre, comme ça, s'ils ont la même petite problématique qui revient, tac, ils savent directement quoi faire, et si jamais, ça passe pas, ils peuvent faire appel à moi, mais ils ont appris des choses.
Donc ok, c'est un investissement, je vous mens pas. C'est un investissement de faire appel à un kiné spécialisé, puisque vous pouvez trouver des kinés dans votre ville, etc. Mais souvent, ils comprennent pas bien votre sport. Donc oui, c'est un investissement, mais c'est un investissement aussi sur toi pour le long terme, pour perdurer. Donc c'est pas un investissement qui est à perte. Ok ? Voilà un petit peu l'équipe avec laquelle il faut que tu t'entoures pour pouvoir performer au meilleur niveau. L'étape numéro 2, dans ta quête de performance et d'atteindre le meilleur niveau, ça va être la discipline et l'honnêteté. La discipline, je pense que c'est logique pour toi. Tes meilleurs athlètes, ceux que tu admires, ils vont pas louper un seul entraînement, ils vont pas louper une seule série, une seule rep, pas un seul renfo. Ils vont tout faire à 100%. Donc toi, si tu veux atteindre ce niveau-là, tu fais au minimum ce 100%. Là-dessus, on est d'accord. Et je vais rajouter l'honnêteté parce que ça, c'est ce qui manque à beaucoup. C'est d'être honnête envers soi-même. Est-ce que, déjà, tu mérites d'atteindre ce top niveau athlète ? Est-ce que, quand tu fais tes fentes bulgares prévues RPE 9, elles sont vraiment RPE 9 ? Est-ce que tu te dis pas, vas-y, c'est dur, ça fait mal, j'arrête ? Alors en vérité, tu as encore 5 reps en réserve. Est-ce que tu es honnête à ce point avec toi pour te dire, je mérite d'atteindre ce niveau parce que je respecte le RPE sur mes programmations, je respecte la charge et je suis honnête avec moi. Parce que c'est très facile de se dire, oh, j'en peux plus, je suis au bout, c'est sûr, là, je suis RPE 9. Mais est-ce que dans les faits, tu es RPE 9 ? Est-ce que c'est pas juste ton mental qui t'a fait défaut et tu t'es dit, vas-y, j'ai la flemme, ça commence à être dur ? Ou est-ce que tu étais vraiment au bout de ce que tu pouvais faire ? Et ça, je t'invite vraiment à te poser la question sur tes exercices, parce que je pense que pour beaucoup et sur beaucoup de renfos, tu n'es pas suffisamment honnête avec toi pour te dire, là, j'ai bien respecté la chose. Je vois beaucoup d'athlètes qui pensent être RPE 9, RPE 10 comme c'est indiqué, alors que je pense qu'ils auraient facile 10 répétitions de plus. Et ça, encore une fois, c'est toi envers toi-même. Tu peux choisir de te mentir, mais à ce compte-là, n'espère pas atteindre le même niveau que ceux qui ne se mentent pas. Ou alors, tu peux choisir d'être honnête avec toi et te dire, ok, je reconnais, je pense que je me pousse pas assez et c'est peut-être le moment de changer les choses, de faire les choses différemment pour obtenir une chose différente et monter d'un palier sur l'atteinte de mon objectif. Donc, sois honnête avec toi, pose-toi la question, est-ce que je mérite vraiment d'être à ce niveau-là, au vu de la qualité de mes entraînements, au vu de l'intensité et l'investissement que je mets sur mes entraînements ? Toi seul as la réponse. Parce que si t'es pas honnête avec toi et tu te contentes du minimum, t'obtiendras que le minimum. C'est comme ça que ça marche. La troisième étape dans notre quête du meilleur niveau, ça va être la rigueur, la discipline un peu invisible. S'entraîner, être discipliné à l'entraînement, c'est une chose, mais c'est pas la plus difficile. C'est pas la plus difficile parce que t'es dans ton domaine, t'es à ta passion, tu fais ce que t'aimes, souvent ça te fait du bien en plus, donc c'est pas le plus dur. Ce qui est le plus dur, ça va être d'avoir cette même rigueur et discipline sur ton hygiène de vie, sur ton sommeil et ta qualité, sur ton alimentation et le carburant que tu donnes à ton corps, sur ta récupération active, est-ce que tu vas prendre l'air pour prendre les rayons du soleil, pour marcher, pour récupérer, etc. C'est cette discipline-là qui est plus cachée, qui est moins facilement mise en avant et qui pour autant est très importante. Alors je pense qu'on a tous un exemple d'athlète qui a une hygiène de vie déplorable et qui pourtant performe au meilleur niveau. Mais toi, si tu n'es pas déjà au meilleur niveau, c'est que c'est pas ton cas. C'est que c'est pas ton cas et que c'est là dont je vous parlais en introduction, où tu vas devoir faire peut-être plus que l'athlète que tu admires, parce que lui peut se contenter de ça pour être au meilleur niveau, mais toi c'est pas ton cas. Donc si tu veux pouvoir monter au minimum à la même échelle, tu vas devoir faire plus d'efforts. Et encore une fois, là l'idée c'est pas de tout millimétrer, parce que ce n'est pas tenable à l'année, je vous le rappelle, mais c'est plutôt de trouver un moyen d'optimiser ton hygiène de vie et de la façon dont tu vas pouvoir le durer toute ton année. Pas quelque chose qui n'est pas tenable et pour lequel tu vas craquer. Donc vraiment trouver ce juste milieu de j'optimise à fond mon hygiène de vie, mais je me permets des petits écarts pour me faire plaisir, pour vivre, pour kiffer, mais 80% du temps, je suis carré et ça me permet d'être performant dans mes entraînements, de mieux récupérer et d'être plus fort. Voilà. Donc c'est ce juste milieu qui va être important de trouver. Encore une fois, tu as plein d'outils qui peuvent t'aider à gérer ça, donc soit en t'entourant de différents professionnels de santé, soit en ayant des outils de tracking comme par exemple j'ai avec cette bague qui me permet de voir ma récupération, je vous en ai déjà parlé.
comme tout ce qui est compteur de pas, etc. Ça te permet d'avoir des données chiffrées qui te permettent de dire « Ok, là, j'ai un petit peu rempli 90% du contrat que je me suis fixé avec moi-même sur mon hygiène de vie, je suis plutôt bien. D'autres jours, là, je suis à 30%, ok, c'est exceptionnel, why not, mais c'est-à-dire que tout le reste de la semaine, je fais gaffe. » Voilà. Donc ça, l'optimisation de ton hygiène de vie et ta discipline là-dedans, ça va être hyper important pour éviter les gros écarts de « j'optimise tout à fond, je suis en débauche totale », sauf au post-conf. Je vous renvoie vers mon épisode sur la gestion du post-conf où tu as besoin quand même aussi de cette phase de relâchement, mais de façon maîtrisée. Mais le but, c'est d'être le plus linéaire possible et se retrouver vers une courbe plus ou moins linéaire. C'est normal que tu aies des phases, mais pas des gros écarts. Vous avez compris ce que je voulais dire. Enfin, pour pouvoir tenir toute cette discipline, ça va être ultra important que tu trouves ton pourquoi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette notion de pourquoi. Je sais que moi, la première fois que je l'ai entendu, c'était assez flou, je ne comprenais pas trop où on voulait en venir, donc je vais essayer de vous expliquer au mieux. Ton pourquoi, c'est ton envie profonde, c'est ton pourquoi profond, au fond de ton cœur, tu fais tout ça. C'est pas seulement je veux atteindre le meilleur niveau parce que je veux être fort et j'aime bien être fort. C'est pas seulement je veux atteindre 40 kilos en muscle up parce que c'est stylé 40 kilos. Parce que si c'est que ça va pas tenir la route. Ça va pas tenir la route parce que dès que t'auras des tentations, dès que t'auras des difficultés, tu vas vite relâcher et peut-être basculer sur un autre objectif, etc. Et tu pourras pas tenir à long terme. Ton pourquoi, c'est quelque chose qui vient au fond de tes tripes. C'est quelque chose qui t'a animé au cours de ta vie. C'est peut-être des traumatismes, c'est peut-être des choses qui restent enfouies en toi et pour lesquelles tu as envie de te battre et tu as envie de faire tout ça. C'est ultra personnel comme pourquoi, donc c'est à vous de trouver votre pourquoi profond, mais c'est quelque chose qui va te maintenir même quand tu n'auras pas envie, même quand tu seras au fond du trou, même quand tu penses que tout est fini, même quand tu penses que tu repars de zéro. Pour repartir de zéro, faut être ultra fort et avoir un pourquoi ultra fort pour revenir. Si tu as été au top niveau, que tu repars de zéro, pour revenir, je suis désolée, si t'as pas un pourquoi suffisamment profond, c'est impossible. C'est quasiment impossible parce que t'as connu, en plus t'as connu le meilleur niveau, t'as connu la descente, tu sais tout ce qu'il faut faire, donc il faut que t'aies quelque chose de profond. Donc je t'invite à te poser la question, et ça répondra aussi peut-être à la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup que je mette tous ces sacrifices en place pour être au top niveau, mais pourquoi tu le fais ? Pourquoi tu le fais ? Est-ce que c'est pour les autres ? Pour prouver aux autres ? Est-ce que c'est parce que tu as besoin de reconnaissance ? Est-ce que c'est parce que tu le fais pour quelqu'un ? Peut-être quelqu'un qui t'a accompagné au début dans la discipline ? Est-ce que tu le fais pour vaincre quelque chose en toi, pour te prouver des choses à toi-même ? Et dans ton pourquoi, je t'invite à avoir le plus possible de choses intrinsèques. C'est-à-dire que si tu le fais pour l'extérieur, tu vas être déçu. Tu vas être déçu parce que en vrai... même quand t'es dans le top niveau athlète, ok, tu brilles, t'as toujours un moment où t'as un retentissement assez fort, mais je veux dire, la plupart du temps, t'es tout seul chez toi à t'entraîner tout seul, tu vois. Donc si t'as pas quelque chose de très personnel dans cette quête du meilleur niveau, ça risque de s'épuiser parce que l'environnement extérieur, il évolue, les gens, ils t'admirent, mais je veux dire, ils passent pas leur vie à être derrière toi et dire « Waouh, t'es le plus fort !» Tu vois. Alors que si c'est quelque chose qui t'anime au fond de toi et qui pour toi est ultra important, ça, ce sera toujours là avec toi. Ce sera avec toi au fond du trou, ce sera avec toi dans les réussites, dans les échecs, dans la frustration, dans les erreurs, ce sera toujours là avec toi. Donc c'est hyper important que tu aies cette motivation, ou c'est pas vraiment une motivation, mais ce truc intrinsèque qui te fait te donner à 100% à chaque fois. Donc je t'invite vraiment à te poser la question là-dessus et de le définir, et tu verras qu'une fois que tu auras compris pourquoi tu fais tout ça, ce sera beaucoup plus facile d'avancer parce que tu auras un moteur ultra puissant à chaque fois avec toi. Le mental, pour moi, c'est vraiment quelque chose aussi important que l'aspect physique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des prédispositions physiques, qui ont des prédispositions génétiques pour la performance, pour la force, mais c'est aussi le cas mentalement. Et pour moi, c'est la même chose dans le sens où t'es peut-être avantagé sur un et pas sur l'autre, peut-être sur l'autre et pas sur le mental, peut-être les deux, peut-être aucun, mais en tous les cas, ces deux choses-là vont pouvoir se travailler. Et le mental aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui c'est inné, et je pense que j'en fais partie, j'y reviendrai après, mais il y a des gens pour qui c'est pas le cas, et il va falloir le travailler parce que c'est ça qui va te permettre de tenir dans la durée et de performer au long terme. Quand je dis que c'est inné, je sais que pour moi, dès le début, ça a été inné de si je veux un objectif fort, si je veux un gros objectif, je me donne à 100%.
Et ça, c'est valable sur tous les aspects de ma vie. Je ne peux rien faire à moitié. Si je fais un truc, j'y vais à 100%. Et c'était tellement inné pour moi que je vous jure, j'ai découvert un monde quand j'ai vu que c'était pas le cas pour tout le monde. Genre, vraiment, ça m'a frappée. Et après, avec du recul, je me suis dit, ok, tu vois, chacun vit ses choses différemment. Mais pour moi, c'était tellement logique depuis toute petite d'avoir ce truc de quand je fais un truc, c'est pour y mettre toute mon énergie, tout simplement. Que ça a été hyper bizarre de me rendre compte, c'était pas le cas pour tout le monde. Et je vais prendre l'exemple, par exemple, des gens que j'ai suivis en tant que coach. J'ai suivi plein de profils différents. J'ai beaucoup de profils, on attire en vrai ce que l'on est, je trouve, parce que j'ai beaucoup de profils qui me ressemblent et c'est un bonheur, du coup, travailler avec ces athlètes-là parce que c'est facile, vu qu'on se ressemble beaucoup, on va dire d'un point de vue, pas du tout d'un point de vue performance et gestion de la programmation, mais plus d'un point de vue justement mental et appréhension des choses. Mais j'ai aussi eu quelques athlètes pour qui c'est pas inné la discipline. Des athlètes à qui j'ai dû rappeler que faut faire tous les entraînements dans la semaine, que tu peux pas décaler une séance comme ça, que tu peux pas louper tes renfos parce que t'as la flemme. Et ça, pour moi, c'était lunaire, en vrai. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a différents profils. Je sais pas, toi, dans quel profil tu te situes. Si t'es plutôt discipline de façon innée, si t'es plutôt, non, un peu à la cool, ou si tu es en phase d'apprentissage, justement, pour essayer d'élever ton mental et d'acquérir ces notions qui n'étaient pas innées chez toi. Mais en tout cas, ça se travaille, ça s'améliore. Et encore une fois, si t'as un pourquoi fort, ça va t'aider à travailler ce mental et à pouvoir, du coup, l'optimiser. Un autre point qui est bien minimisé et qui pour autant est très important pour pouvoir performer au meilleur niveau, ça va être de t'entourer des bonnes personnes. Et là, je ne parle pas du tout d'un environnement professionnel, on en a déjà parlé au début. Je parle de ton environnement personnel. C'est ultra important que tu aies autour de toi des personnes qui te comprennent et qui te soutiennent dans tes objectifs. Alors, je dis ça, mais c'est pas obligé que ce soit des personnes qui font le même sport que toi, qui ont le même degré de discipline, qui soient à fond dans une discipline, peu importe laquelle. Ça peut être des gens complètement extérieurs au sport, mais qui vont comprendre tes objectifs, ton pourquoi, et pourquoi tu fais tout ça, et qui vont te soutenir là-dessus. Parce que tu auras des moments où ce sera difficile pour toi, et si tu as un pourquoi assez fort, tu arriveras à combattre tout ça grâce à ça, je te l'ai déjà expliqué, mais ce sera encore plus facile si tu as des gens autour de toi qui croient en toi autant, voire plus que ce que tu crois en toi, parce que c'est ceux qui vont pouvoir te redonner ce petit élan quand toi tu auras des doutes, quand toi tu auras des peurs, quand tu auras peut-être plus envie, et qui vont te dire « Rappelle-toi pourquoi tu fais tout ça, rappelle-toi l'évolution que tu as eue, rappelle-toi à quel point t'es incroyable, à quel point t'es fort. » Et ça, c'est non négligeable. Et si t'arrives à avoir ça autour de toi, c'est pas obligatoire, mais je te jure que c'est un levier énorme parce que c'est des gens qui, avec leurs petites actions du quotidien, leurs petits mots, vont t'apporter beaucoup pour te faciliter la vie dans l'atteinte de tes objectifs. Ça peut être soit d'un point de vue logistique, tu vois, par exemple, ils vont venir avec toi sur la compétition, donc ils vont gérer tout l'à côté, comme ça, toi, t'as juste à te concentrer sur tes perfs. Ça peut être d'un point de vue émotionnel, comme je disais, si t'as des coups de moins bien, qui vont te redonner cette énergie dont t'as besoin. Ça peut être de plein de façons différentes, mais si t'arrives à t'entourer de ça, c'est un levier immense et je pense qu'on réalise pas à quel point. Et avoir des gens dans son entourage qui comprennent pas, c'est peut-être ok, mais des gens qui freinent, ça, c'est pas ok. C'est pas ok parce qu'en fait, si c'est profond au fond de ton cœur, si c'est quelque chose que t'expliques pas, qui est là et pour lequel t'as envie de te battre, si quelqu'un te freine à ça, pour moi, il a pas grand chose à faire dans ton entourage, dans le sens où ça veut dire qu'il te comprend pas. Et même si, tu vois, tu es sur un objectif ultra grand, ça veut pas dire que tu vas l'atteindre, mais ça veut dire que t'as besoin de te fixer ça pour évoluer et dans ton sport et dans la vie, parce que je pars du principe qu'on évolue aussi beaucoup dans la vie à suivre des objectifs grands comme ça. Et quelqu'un qui te freine à ça, pour moi, c'est un peu un red flag. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est un peu un red flag parce que, encore une fois, c'est un peu comme j'expliquais, tu vois, avec le coach qui agit pour lui et pas pour les athlètes. Là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. C'est que si cette personne projette ses propres peurs sur toi, c'est-à-dire qu'elle n'a pas compris l'enjeu de ce que tu veux atteindre, et c'est compliqué de maintenir une relation comme ça. Alors, on met à culpa, hein, ça veut pas dire vous coupez les ponts avec tout le monde, tous ceux qui comprennent pas, etc. Mais ça veut dire
essaye de t'entourer de personnes qui vont te soutenir coûte que coûte, même s'ils comprennent pas, même si c'est pas leur domaine. J'ai envie de te dire, c'est encore plus beau parce que ça veut dire que vraiment ils prennent à cœur l'enjeu et l'envie que tu as. Et tu verras que ça, ce sera ultra important pour ton avenir dans la discipline. Maintenant que tu sais ce qu'il faut que tu mettes en place pour atteindre le top niveau, il faut aussi que tu comprennes quelque chose, c'est que tu auras beau faire tout ce que j'ai évoqué avant, avoir aussi des prédispositions, t'entraîner à fond à 100%, peut-être que tu n'atteindras jamais ce top niveau. Et ça, c'est une réalité pour laquelle il faut prendre conscience. C'est dur, c'est injuste, mais c'est là parce que tu n'as peut-être pas les bonnes prédispositions physiques, tu n'as peut-être pas les bonnes prédispositions mentales, ou tu n'as peut-être pas tout simplement le contexte de vie adapté. Parce que si tu as déjà un rythme de vie qui est ultra énergivore physiquement, psychologiquement, mentalement, tu n'auras pas les ressources suffisantes pour pouvoir performer au meilleur niveau en sport de force. Et ça, il faut en prendre conscience et c'est ok. C'est ok, mais il faut le réaliser. Et c'est là que l'importance du processus va prendre tout son sens. Je t'invite à écouter l'épisode que j'ai intitulé « La puissance du processus » parce que j'en parle plus profondément. Mais si tu n'aimes pas le processus, si tu n'apprends pas à aimer le processus, si tu ne comprends pas l'importance de celui-ci, tu risques d'être déçu parce qu'encore une fois, peut-être que tu feras tous ces efforts-là et tu n'atteindras pas ce top niveau. Et c'est même plus probable dans ce sens-là que probable de l'atteindre. Parce que, pas que j'ai pas confiance en toi, je sais que tu es capable de grandes choses, mais voilà, faut prendre conscience que c'est pas donné à tout le monde, que c'est injuste, qu'il y a plein de facteurs qui font que. Et si tu n'apprécies pas toute l'évolution, tout ce que tu vas apprendre sur le chemin, toute ton évolution à toi en fait, que ce soit en termes de performance, que ce soit en termes d'apprentissage, en termes de confiance en toi, si tu n'apprends pas à aimer toutes ces choses-là, tu risques d'être déçu. Tu risques d'être déçu et de donner beaucoup pour un résultat qui ne sera pas suffisant pour toi, alors que je t'assure que le plus beau cadeau réside dans ce processus. Parce que ça, tout le monde peut le vivre, tout le monde peut en tirer les bénéfices et à n'importe quel niveau. Parce que vraiment, le processus, c'est ce qui va te permettre de grandir, d'apprendre et de mieux te comprendre, d'évoluer. Et quand je dis tout ça, c'est vraiment d'un point de vue personnel plus que d'un point de vue performance. Et ça passe par les entraînements, etc. Mais je t'assure que ça va t'inculquer des valeurs ultra fortes. Ça va t'apprendre beaucoup sur toi, sur ta confiance. Et c'est des choses que tu vas pouvoir retranscrire dans ta vie pour tous tes objectifs personnels ou professionnels. Et ça, c'est ultra important de le comprendre et ultra important de l'apprécier. Parce que faire un podium, en vrai, c'est cool. Mais écrire ta propre histoire, je te jure que ça surpasse tout ça et c'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir. Et si tu comprends ça, je te jure que tu iras encore plus loin que ce que tu peux imaginer dans tes rêves les plus fous. Donc bref, je t'invite à écouter cet épisode-là sur la puissance du processus parce que je t'explique un petit peu plus en détail toutes les étapes de cheminement qui m'ont amené à comprendre ça et ça t'aidera peut-être à le faire toi aussi parce que là, dit de but en blanc, peut-être que tu peux le comprendre, mais je peux comprendre aussi que ce soit compliqué de voir là où je veux en venir. Donc écoute cet épisode et on en reparle. Alors vouloir viser le haut du sommet, oui, si tu es prêt à t'investir et à faire autant que ce qu'on en a discuté dans cet épisode. Mais sache que ce n'est pas nécessaire pour prendre du plaisir, évoluer, prendre confiance en toi et t'amuser. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Il suffit pas d'être champion du monde pour kiffer notre pratique dans la discipline. C'est plutôt cool parce que les places sont chères. Alors pour conclure cet épisode, j'aimerais que tu te poses la question. Est-ce que tu veux vraiment viser ce haut niveau, être parmi les meilleurs athlètes? Est-ce que tu es prêt à t'investir autant? Est-ce que tu as un pourquoi assez fort pour pouvoir le faire? Et est-ce que tu es prêt à kiffer le processus, à prendre toutes ces étapes d'évolution pour que si jamais tu n'atteins pas ton objectif, tu repartes avec encore plus gros finalement? Est-ce que tu es prêt à ça? Ou est-ce que tu veux juste kiffer ta vie dans cette discipline, kiffer, rencontrer, échanger, prendre du plaisir, mais tu veux aussi garder ta vie sociale, ta vie personnelle, ta vie professionnelle. Voilà, pose-toi vraiment la question parce que c'est deux approches différentes et c'est deux approches pour lesquelles tu peux t'épanouir complètement, tu peux répondre aux questions que tu te poses, mais c'est deux approches qui vont un petit peu conditionner comment tu vas gérer tout ça. Et évidemment, quel que soit ton choix, si tout ce que je t'ai dit t'a parlé, si tu te reconnais en moi, si on partage des valeurs communes, n'hésite pas à me contacter parce que peut-être qu'on pourra faire un bout de chemin ensemble, soit d'un point de vue collaboration avec du coaching, soit d'un point de vue kiné et petite résolution de tes petits bobos. En tout cas, je vous fais des gros bisous, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!